Bonjour à tous et bienvenue dans CKS. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Jacques Viti. Jacques Viti qui est originaire de la RDC mais qui est présentement au Canada. Alors bonjour Monsieur Viti. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous Monsieur Viti et merci d'être dans CKS aujourd'hui. Ok, merci beaucoup et puis merci de m'avoir réussi et de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup. Ok, Monsieur Viti, la raison pour laquelle vous êtes dans CKS aujourd'hui, c'est parce que vous voulez vous exprimer. Vous êtes originaire de Béni. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus sur vous avant qu'on puisse commencer ou encore entrer dans le vif du sujet? Ok, merci. Je m'appelle Jacques Viti. Oui. Je suis originaire de la RDC, spécialement au Nord Kivu. Je grandis dans plusieurs villes de la ville et de la province, entre autres Goma, Butembo et Beni. Professionnellement, je suis un agent médical, je suis un assistant et je travaillais dans plusieurs entreprises médicales au Congo et en Ouganda et puis en Haïti et partout. Actuellement, je me suis beaucoup focalisé à la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Okay. Car je suis la fin de cette province. Oui, et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ok, donc vous êtes originaire, est-ce que vous êtes originaire exactement de Béni ou bien vous êtes né à Béni, c'est ça? Oui, je suis originaire de Lubero, spécialement. Ok. Qui est l'une des territoires. J'ai grandi à Béni, j'ai passé le bon moment de ma vie à Béni, où c'est là où on habitait, c'est là où mon père a construit une maison, c'est là où on a grandi, c'est là où on a fait la vie. Donc, vous savez aussi tout ce qui se passe pendant ce temps à Béni. Il y a beaucoup de tueries dernièrement et il y a plusieurs personnes qui sont pointées du doigt. Vous êtes parmi les personnes qui m'avaient contacté et vous voulez que la vérité soit connue parce que d'après vous, vous dites que ce que le gouvernement congolais est en train de dire n'est pas réellement ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus de la réalité que vous, en tant qu'originaire de Béni, vous, en tant que personne ou encore congolais qui habitait au Canada mais originaire de la RDC, qui avait la famille à Béni, qui connaissait exactement ce qui se passe réellement à Béni. Donnez-nous un peu votre version de fait, s'il vous plaît. Ok, si vous vous souvenez très bien, on m'appelle souvent que je suis un analyste politique ou bien chercheur spécialisé du Nord Kivu. Okay. C'est précisément à cause de plusieurs conférences que j'ai animées ici au Canada, aux États-Unis et plusieurs rapports écrits que j'ai envoyés ou que j'ai partagés avec certains groupes d'experts et d'autres personnes qui s'intéressent de la politique en RDC. Quand la situation de Béni a commencé, beaucoup de gens savaient déjà. On était informés, on savait, on connaissait que cette situation va arriver. Vous connaissez, je m'excuse, je vous coupe pas, vous connaissez que cette situation allait arriver? Oui, moi aussi. J'étais informé de cette situation, que cette situation devrait arriver à Béni, et c'était comment? Vous allez comprendre, si vous regardez la politique en RDC, je peux vous ramener un peu derrière. Si vous regardez 2011, avant les élections de 2011, 2 mois avant les élections, il y a eu au Katanga la disparition mystique d'un homme, un chef de guerre qu'on appelait Gédéon, qui a fui le prison avec plus de 800 éléments. Et après cela, on a vu ce qui s'est suivi. Oui. Juste après les élections, quelques 6 mois après, on a vu encore à l'Est la création d'un mouvement qu'on ne savait pas d'où ça vient, qu'on appelait M23. Le M23. Oui, quand le M23 est sorti, c'était le chaos. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de manifestations qui étaient partout au monde, au Canada, en Europe, en Asie, partout en Afrique, qui réclamaient sur la réalité, qu'on puisse vraiment nous dire la réalité sur ce qui concerne les élections en RDC. Les gens parlaient de tricherie et d'autres choses. Donc les gens étaient vraiment concentrés sur ce point. Mais quand la guerre de M23 a commencé, les gens ont oublié cela et ils se concentraient
Est-ce que vous pensez c'est ce qui se passe maintenant aussi à Beni? C'est la même chose qui se passe à Beni. C'est la même chose qui se passe à Beni. Ok, donc pour vous, c'est ça qui se passe à Beni et c'est pour changer les idées vers où, d'après vous? Ça, c'est seulement, on cherche de bouc émissaire. Les gens ne veulent pas, le gouvernement actuel ne veut pas organiser les élections. Ça, c'est la première chose. Parce que, si vous voyez, de tout ce qui vient de se passer en RDC, il y a toujours tendance à qu'on puisse arriver à changer la constitution, que les gens puissent aller, ils ne veulent pas qu'ils puissent terminer leur mandat. Leur mandat est là, est presque à la fin, mais ils veulent monter d'autres choses. Juste donc, pour éclairer. Oui, à vouloir jouer ce jeu, ils ont organisé quelque chose parce qu'ils ont trouvé que les Congolais ont dit non au changement de cette constitution. Et après ce qui s'est passé au Burkina Faso, je vais vous informer que le jour où Blaise Compaoré est tombé, il y avait une délégation congolaise qui était déjà à Ouagadougou et qui est allée là-bas sur autorisation du gouvernement congolais, de le Parlement. Ils aller apprendre de ce qui se passe et comment Blaise Compaoré va jouer les gens et passer pour le troisième mandat. Malheureusement, ça a échoué. Alors, avec tout ça, avec toute cette situation-là, on a trouvé qu'il ne pouvait plus changer la constitution et il fallait qu'on puisse chercher une autre moyen. Et c'était le moyen de mettre le chaos à l'Est. Ok, donc pour vous, le chaos à l'Est, juste pour citer le chat par son nom, est dirigé par Joseph Kabila. Parce que quand vous parlez de changement de constitution, le mandat se termine, il ne veut pas partir, c'est de qui que vous parlez là? Oui, je parle de Joseph Kabila directement. C'est lui qui est à la base de ce qui est en train de se passer. Ok. Il y a beaucoup d'indices que j'aurais à vous montrer au cours de cette interview. Ok, donc si, pour revenir à la ville de Beni a connu dernièrement beaucoup de massacres, je dirais même atroces, et il y a un nom qui ressort, Mbusa Nyamwisi, qui est soupçonné comme étant la personne qui est en train de diriger les ADF Malou. Qu'en pensez-vous? Une chose que moi je peux vous dire et que je maîtrise très bien, ce n'est pas par information qui vient de gauche à droite, c'est quelque chose que je maîtrise très bien parce que j'ai travaillé sur ce point de Nalou. Ça fait au moins plus de 3 ans que j'ai travaillé sur les dossiers des ADF Nalou quand ils commençaient à lever de la population de cette contrée, entre autres Beni, Ouicha et puis aux alentours. Vous allez trouver que chaque rébellion ou bien chaque mouvement doit avoir sa signature. Si vous allez, par exemple, vous regardez comment est-ce que le M23 opérait, ils forçaient les gens d'entrer dans leur mouvement et ils étaient vraiment experts de violence sexuelle, cette femme. Si vous allez, et les enlèvements, si vous allez par exemple à Beni, auparavant, avant que ces choses puissent apparaître, les ADF Nalou, et ils opéraient par les enlèvements de la population. Et depuis que les ADF sont là, on est grandi à Beni, on entendait parler des ADF, c'est quelque chose qui n'était pas nouveau, c'était un nom qui n'était pas nouveau à Beni, c'est quelque chose que tout le monde le sait. Ils connaissent de ces ADF Nalou. Mais à aucun jour, les ADF Nalou avaient décapité les gens par hache et par machette comme ça. Ça n'existe pas, ça n'a jamais été. Ok, et pour revenir à ma question, est-ce que les ADF Nalou sont dirigés par M. Mbusa Nyamwisi, oui ou non? Puisque vous dites que vous connaissez la situation. Moi, je vais vous dire, mais là, c'est là où je voulais aller. Ok. Mbusa Nyamwisi, tout d'abord, vous devez comprendre qu'il fit tout d'abord, il est leader de cette partie, il est parmi les leaders du Grand Nord. Ok. Et deuxièmement, Mbusa a dirigé une rébellion au niveau du Grand Nord, qu'on appelait le RCD-KMN. À ma grande connaissance, Mbusa et sa famille vivent dans les contrées d'ailleurs contrôlées par les ADF Nalou. Et il a perdu beaucoup de ses familles qui ont été tuées d'ailleurs récemment par les ADF Nalou. Donc il ne dirige pas. Ok. Il ne peut pas être dedans. Ça, je suis sûr et je suis catégorique. Parce que tout d'abord, il a dirigé ce peuple, il a protégé ce peuple par sa rébellion quand il était encore là-bas. Et je vais vous informer qu'à l'époque où le RCD-KML était en train de diriger
dirigeait le Grand Nord, Beni Butembo, aller jusqu'à Kanyabayonga et Bunia, il y avait la paix absolue. Et c'était parmi les mouvements armés qui donnaient la chance à la population où les gens se promenaient du matin au soir. Et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, même si vous demandez toute autre personne, il va vous dire, ça sont des échappatoires. On est 2 personnes. Parmi tout ce que nous, on a travaillé, on a vu, on connaît des réalités. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. Le numéro 1 des aides FNALO. Aujourd'hui, à l'heure où je te dis, où je te parle, on connaît là où il est à Kinshasa. C'est qui? Est-ce qu'on peut connaître son nom? Je peux vous dire son nom. Je peux vous dire son nom parce que c'est parmi les noms que les gens n'ont pas voulu toujours parler. Hein? Je vous écoute. Le nom c'est Mukuru. Hein? Mukuru. Oui. C'est lui qui est le numéro 1 et qui dirige ça. Le mouvement des FNALO a commencé par où? C'est à l'époque de Mobutu qui a amené ces FNALO là-bas où il voulait combattre l'Ouganda. Et c'est déjà venu du Soudan. C'était vers les années 90, 93, 92 là-bas, si je me souviens. Et ces gens, vous allez vous poser des questions. Pourquoi ils sont à 1 kilomètre de la frontière avec l'Ouganda, mais ils n'ont jamais attaqué l'Ouganda? Ils s'attaquent aux citoyens congolais, aux innocents, des gens qui n'ont rien à faire, les gens qui ne les font, qui ne les attaquent pas, qui ne les parlent même pas, qui n'ont pas vraiment de problème avec eux. Donc pour vous c'est un jeu, qui est en train de se passer à partir de Kinshasa par Joseph Kabila, c'est ça? Ça, je vous le fais et je le confirme. Et si vous aurez besoin d'autres preuves, je vous les donne. Et vous me confirmez aussi que Monsieur Mbusa Nyamwisi ne connaît rien de tout ce qui se passe dans les tueries à Beni, c'est ça? Je te confirme ça, même pas seulement moi. Demandez d'autres personnes originaires du Grand Nord. Il faut te dire que Mbusa n'a rien à faire là-dessus. Si vous voyez de près, vous voyez de près, la signature. Allez dans l'histoire et puis regardez les périodes kilo et puis regardez ce qui se passe à Beni. C'est pas des machettes de hache. Et si vous allez dans l'histoire de notre région là-bas, vous allez trouver les gens qui ont commis, qui ont été capables de faire des actes pareils. Au Grand Nord, personne, dans l'histoire du Grand Nord, du Kivu, ces genres de choses n'ont jamais existé. Mais c'est la première fois que ces choses arrivent. Ça n'a jamais été. Vous vous appelez Monsieur Jacques Mumbere Viti, originaire de Beni. Je rappelle à nos auditeurs qui sont en train de suivre pendant ce temps que vous êtes au Canada et je vous ai joint par téléphone. Monsieur Jacques Viti, pourquoi pensez-vous que le gouvernement congolais de toutes les personnes, de tous les dirigeants qui a eu auparavant au Congo, de tous les dirigeants qu'il y a à l'Est, on a choisi que Mbusa Nyamwisi? Pourquoi seulement Mbusa? Merci beaucoup. Moi, de ma part, j'ai suivi à plusieurs reprises. Tout d'abord, Mbusa Nyamwisi a quitté le pouvoir. Il a été ministre pendant presque depuis 2006. Il a été ministre, il a été à côté de Joseph Kabila. Selon les informations que moi-même, pas une autre personne, parce que tous ceux que vous avez cités là-bas comme les leaders, là, il y a M. Mbusa Nyamwisi, il y a le gouverneur Julien. Oui, Julien Paluku, oui. Par exemple, Abbé Malou. Il y a beaucoup d'autres personnalités que moi-même, j'ai déjà rencontrées, je me suis déjà parlé avec. Ils m'ont laissé connaître la réalité de ce qui vient de se passer. Le problème que nous avons en RDC, M. Mbusa, c'est ce qu'il m'avait dit à sa propre bouche. Vous connaissez particulièrement, donc personnellement, Mbusa Nyamwisi, c'est ça que vous dites? Pas seulement Mbusa Nyamwisi, ce n'est pas se dire qu'il est personne qui est tellement proche à moi, mais je le connais parce que ces gens me respectent beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup de rencontres avec eux, que ce soit avec Malou, que ce soit avec l'abbé Apollinaire Malou, que ce soit avec Julien. Je me suis déjà rencontré avec ces gens. Je les connais très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui ne les connaît pas, il me connaît très bien. Je l'ai déjà rencontré. J'ai déjà rencontré M. Mbusa Nyamwisi. Et ce que Mbusa Nyamwisi m'avait dit, lui, il connaît beaucoup de ce gouvernement. Et avant qu'il parte et qu'il laisse le pouvoir, qu'il puisse démissionner, il est le seul ministre qui aurait démissionné à sa propre gré. Il dit, je démissionne parce que les choses ne marchent pas. Il connaît beaucoup, ça veut dire quoi? Il connaît beaucoup. Par exemple, si aujourd'hui, la guerre de 2023 est arrivée, Mbusa m'a toujours dit que cette
cette guerre ne pouvait pas arriver. Ok. Ne pouvait pas arriver. Il a négocié, il a parlé à Joseph, il a envoyé même des personnalités pour aller parler à Joseph, de ne pas laisser, il y a un risque, il y a une guerre qui va éclater à l'Est, de ne pas laisser les innocents mourir comme ça. Mais il n'a pas trouvé de réponse. Après cela, il a compris, il a déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il connaît beaucoup de choses. Il a été tout d'abord ministre des Affaires étrangères de l'RDC, il a été le ministre d'État, il a été ministre chargé de décentralisation, il a été ministre d'État, donc c'est quelqu'un qui connaît beaucoup. Et donc il connaissait que le M23 était en train de se préparer pour la guerre, il a signalé à Joseph Kabila et Joseph Kabila n'a pas réagi, c'est ça? Il n'a pas réagi. C'est parmi les secrets. La guerre a exterminé des personnes, il a jeté beaucoup de personnes en exil et jusqu'à présent il y a toujours des séquelles de cette guerre à l'Est et à Goma et au Nord Kivu en général. Je vais vous dire que c'est quelqu'un. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, quand on l'acquise, tu peux croire à ce que les gens disent. Mais moi, personnellement, qui les connais, qui l'a déjà rencontré, ce monsieur, il a été parmi les ministres qui étaient capables de remettre le budget après le mandat, ou bien après chaque année, il fait l'audit de son ministère et il remet tout le reste de l'argent, il les remet dans les trésors publics. Ok. Il est le premier, si vous vous souvenez très bien, il est le premier, quand il était encore rebelle à l'Est, quand il dirigeait encore le mouvement de RCD KML, qui aurait empêché à ce que cette espèce de balkanisation ne puisse pas arriver. Parce qu'il y avait au Grand Nord, au nord de lui, il y avait la rébellion de Thomas Lubanga et Bemba. Au sud, il y avait l'RCD KML et le RCD Goma qui voulaient directement s'accaparer de l'Est. Et tout ça, c'était supporté par l'Ouganda et par le Rwanda. Après, à un moment donné, quand lui, il s'est retiré de l'Ouganda, il l'a directement changé et il a appelé le gouvernement congolais. Et ils ont mis un pont de Beni directement jusqu'à Kinshasa. Et c'est comme ça que ces histoires de balkanisation à l'Est vers les années 2000 a échoué. Donc, ce monsieur, il connaît beaucoup. Ok, il connaît beaucoup. Et pour revenir à ma question, donc si je comprends bien dans votre réponse, vous pensez qu'il est craint, on le craint à Kinshasa parce qu'il connaît beaucoup, c'est ça? C'est ça la réalité. Ok. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez très bien, si vous allez, et même dans les archives de la RFI, oui, quand il y a eu le premier massacre, il a été le premier à dire ça officiellement, que moi, j'étais informé aussi. J'étais informé et j'ai même fait appel. Et j'ai informé d'autres grandes personnalités de la région et de la sous-région pour ce qui va se passer à Beni. Okay. Et il a justement accusé une personne, il a dit, le gouvernement, on est. Il a accusé celui qui est le chef, le commandant des opérations militaires actuellement, qu'on appelle Mouindo Akili Mundos. Il l'a accusé directement. Et il connaît beaucoup. Ce qui est en train de se passer à Beni, et si on lui pointe beaucoup du doigt, c'est parce que, et si on veut lui faire porter tout ce qui est en train de se passer à l'Est, et surtout à Beni, c'est seulement une sorte d'acharnement aux politiciens, si je peux vous le dire. C'est quelque chose, on veut seulement nuire à sa personnalité, on veut seulement nuire à ce grand leader, essayer de saper son image. À vous entendre parler, j'ai comme l'impression que vous faites partie de son groupe ou encore de la rébellion de Monsieur Mbusa Nyamwisi. Est-ce que je me trompe? Non, moi je n'ai jamais travaillé avec Mbusa Nyamwisi. Oh, ok. Dans quel que soit le groupe, que ce soit les partis politiques, parce que ce soit le groupe armé qui l'avait organisé à l'époque. Moi, je n'étais pas d'ailleurs à Beni à l'époque. J'étais de passage, mais moi, je n'ai jamais travaillé dans ce genre de choses.
Alors, pour revenir à la population de Béni, dernièrement, ils se sont vraiment levés, ils étaient contre, ils ont marché, ils ont brûlé. C'était vraiment la pagaille à Béni. Et puis, dernièrement, on leur a même demandé de se déplacer, d'aller, parce que, bon, d'après le gouvernement, à l'époque, la MONUSCO était là, mais malgré que la MONUSCO était là, il y avait toujours des gens qui étaient décapités, tués et comme ça. On leur a demandé de sortir de la ville pour aller dans des grandes villes. Que pensez-vous du travail les militaires congolais avec la MONUSCO sur place à Béni? Et j'aimerais vraiment la réponse de votre réponse en tant qu'originaire de Béni. Écoute, les massacres qui se passent à Béni, surtout à Béni, c'est dans un périmètre de presque 40 à 50 km² aux alentours de la ville de Béni. Et surtout, c'est vers l'est de la ville de Béni, le nord-ouest de la ville de Béni. Quel que soit ce qui va se passer, ce qui se passe à Béni, là où il y a des milliers de bataillons, il y a plusieurs bataillons. C'est la ville la plus militarisée aujourd'hui en RDC. C'est la ville où il y a plusieurs hommes. Donc, tu ne peux pas t'imaginer et comprendre ce qui se passe à Béni. Donc, vous voyez, quand le gouvernement appelle la population de quitter le village, d'aller se concentrer dans les grandes villes, et qu'il y a des milliers et des milliers d'hommes armés qui sont censés de protéger ce peuple, c'est incompréhensible. Tu ne peux pas. Un pays où il y a vraiment l'armée qui peut protéger ce peuple, dit non. Donc, ils ont montré les faillances, ils ont démontré que non, nous ne sommes pas capables de vous protéger. Mais il n'est pas question de chercher de gauche ou à droite, ça se voit à l'ennemi. Regardez par exemple, on est en train de tuer de population à 100 mètres de camp militaire. On tue les gens à 100 mètres de camp militaire de nos forces armées. On exécute des centaines de personnes, des dizaines de personnes. Il y a des cris, il y a tout ce qui... Mais il n'y a pas même l'intervention de l'armée. Ok, selon vous, Monsieur Jacques Viti, dernièrement nous avons lu sur RFI que le ministre Évariste, le vice-premier ministre plutôt Évariste Boshab, qui est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a dit que Béni et ses environs sont sécurisés. Alors, que pensez-vous de ce statement? Ça, il se moque de la population de l'Est. Et que fait la population? Comment on va juste se moquer de vous chaque jour, mais la population ne réagit pas? Parce que dernièrement, nous avons vu Joseph Kabila était même à Béni. Mais il y a eu des massacres pendant qu'il était là-bas et la population, on n'arrive pas à comprendre. Ce qui est là, c'est quoi? La population de l'Est est prise en otage. La population de Béni est prise en otage. Prise en otage par le gouvernement congolais, c'est ça? Par le gouvernement elle-même. Par le gouvernement elle-même. Quand un ministre peut arriver dans la ville de Béni, où il y a des déplacés, beaucoup de déplacés, il y a des villages qui sont complètement déserts, il n'y a personne. Donc, où la ville de Béni elle-même est soumise à un couvre-feu de 18h30, si on te rencontre dehors, tu es victime. Donc, de 18h30 jusqu'à 6h30 du matin. Comment tu peux me dire que cette ville est sécurisée et ses environs? Et le même jour où Boshab était là, on a tué encore dans la ville de Béni. On a suivi ça, on a lu ça. On a eu même des images. Donc, la présence de Boshab, la présence de Joseph Kabila ne fait rien dans la ville de Béni. On va continuer à tuer les gens à Béni. Et que fait la population pour y remédier? Parce qu'apparemment, la population est abandonnée à elle-même. Moi, je vais vous dire ceci. La population est abandonnée à elle-même. Mais la population de Béni, même moi actuellement, je ne peux pas même soutenir l'idée. Parce que les gens sont en train de dire il faut que la population se prenne en charge, qu'ils se battent, qu'ils s'organisent pour prendre des armes. Moi, je dis ceci, non. Moi, personnellement. Je dis non. La population ne peut pas tomber dans le piège du gouvernement. Ou le piège de Joseph Kabila, qui cherche à mettre le chaos. Parce qu'une fois, la population veut prendre les armes et vouloir se défendre, ça va amener le chaos. Il faut se défendre contre, il faut se battre contre qui? Qui est l'ennemi? Mais vous venez de citer l'ennemi, vous avez parlé du gouvernement congolais. Alors maintenant, je vais vous dire
ceci. Quand on dit que, moi je vais citer le gouvernement État qui est l'ennemi, mais le gouvernement congolais, lui, il cite une autre personne. Il dit non, c'est les ADF NALO. Et comment y remédier selon vous? Comment trouver une solution dans cette situation? Alors, moi, je demande seulement, la solution est simple. La solution est simple. Tout d'abord, la première chose est d'avoir des bases de données. On est en train d'étudier, de faire les analyses et les enquêtes pour qu'on puisse identifier où se cachent ces criminels. Parce que le gouvernement elle-même n'est pas capable de trouver ces criminels. Non, mais vous nous avez déjà parlé de M. Mukuru qui est à Kinshasa, donc c'est déjà un nom. Oui, ça c'est un nom qui est là, et c'est pas seulement moi, ça c'est reconnu par tout le monde. C'est quoi encore son nom complet? Vous avez parlé de Mukuru. Je crois que c'est Jamal Mukuru. Moi, je parle le nom de Mukuru. Jamal Mukuru. Oui, alors, je vais vous dire ceci, et que le gouvernement congolais, qui devrait prendre la responsabilité de protéger ce peuple, ne veulent pas protéger ce peuple. Et si vous voyez, il y a même les informations qui nous arrivent. Il dit que quand ces gens qui sont en train de tuer les gens, ils viennent d'aller, après avoir commis leur espèce de massacre là-bas, aller tuer le paisible population, ils rentrent d'ailleurs dans les camps des militaires congolais où ils sont protégés. C'est pourquoi même la MONUSCO n'est pas capable de les identifier. Ils opèrent la nuit et la journée, ils reviennent encore dans l'armée. Ils reviennent dans les camps militaires. Ok, donc ce sont des militaires congolais qui tuent les gens, hein, c'est ça? Ce sont des milices, ce sont des infiltrés, bien identifiés et recrutés par le gouvernement congolais, mais ils ne sont pas des Congolais d'origine, ils ne sont pas des militaires congolais bien faits. Avez-vous des preuves sur les accusations que vous êtes en train de mener, monsieur? Les preuves que nous avons, ils viennent dans la bouche des rescapés eux-mêmes. Je vais vous dire ceci par exemple. Le gens qui vit à Beni, il connaît. Beni, c'est une ville cosmopolite. Et je vais vous dire ce qui est la vérité. Que vous-même vous connaissez. Si aujourd'hui vous allez disons à Lubumbashi, il y a des gens qui arrivent là-bas et qui parlent par exemple qui parlent Kinande et qui sont en train de tuer les gens à Lubumbashi et qui parlent Kinande. Et qu'à Lubumbashi, il n'y a pas de Banande. Mais quand ils viennent vous tuer, quand ils tuent les gens à Lubumbashi, ils parlent Kinande. C'est ce qui est en train de se passer à Beni. Les gens qui tuent les gens, ils parlent Kinyarwanda à Beni. Ils coupent les gens et il y a des rescapés qui disent on a tué ces gens qui nous ont tués, qui ont tué nos membres des familles, ils parlent ces langues, c'est Kinyarwanda. Les gens ne veulent pas toucher ces points. Et si on veut toucher ces points, ça demande donc tu es devenu un ennemi. C'est ça la réalité. Les gens qui sont en train de tuer les gens à Beni, ils parlent Kinyarwanda. Mais le gouvernement, où sont ces gens? C'est incompréhensible. Nous devons comprendre, on doit maintenant identifier d'où viennent ces gens et comment ces gens sont parvenus à intégrer ou bien à s'infiltrer là-bas. Parce que tous ces contrées-là, il n'y a pas de gens, il n'y a pas les gens qui vivent dans ces contrées. Il y a des bananes, il y a des babumba, il y a les batalinga, il y a les balès, il y a les pygmées, c'est ces gens qui sont là-bas. Les Nandes eux-mêmes, celui qui connaît les Nandes ne sont pas capables de commettre de tels crimes. C'est impossible. De telles exactions ne peuvent pas être commises par les Nandes. Ça n'a jamais existé dans leur histoire, dans l'histoire de la communauté Nande. Puisque nous sommes arrivés à la fin, nous avons eu dernièrement un nouveau gouvernement de cohésion nationale, entre guillemets, le gouvernement Matata 2, comme on l'appelle. Qu'en pensez-vous? Le gouvernement Matata 2 a déjà montré sa faiblesse, tout d'abord, par l'arrivée de Bouchab à Beni. Pour moi, je dis, ce gouvernement, on n'attend rien de ce gouvernement. On n'attend rien. Les Congolais n'ont rien à espérer dans ce gouvernement, parce que ce qui est en train de se passer à Beni, où un ministre d'État, chargé de la sécurité, ou bien des affaires intérieures, il vient et il déclare que la ville de Beni est paisible et sécurisée, et la ville et ses environs. Ça, c'est se moquer aux gens. Pour moi, je trouve que tout d'abord, ils ont une autre mission, mais ce n'est pas la mission d'amener la sécurité dans notre pays. Ça, je vais le dire. Ils ont une autre mission et ce n'est pas seulement ils n'ont pas vraiment de mission de venir stabiliser le pays.
Ok, donc les habitants de Béni sont abandonnés à eux-mêmes et que pense faire Monsieur Mbusa Nyamwisi qui est, d'après vous, est originaire de Béni et puis il est la personne qui a protégé ce côté-là pendant beaucoup de temps? Ok, Monsieur Mbusa Nyamwisi, je ne peux pas parler à sa place. À son nom. Ok. Mais ce que je sais de ce qu'il a déclaré à la radio, il est en contact avec d'autres personnalités de la sous-région parce qu'il les a informés. Okay. Je crois qu'à ce niveau, il est réfugié comme toute autre personne. Je crois qu'il a aussi ce qu'il fait est à cœur de là. Et si par exemple aujourd'hui nous voyons qu'il y a une sorte d'absence du gouvernement, ça devrait être, c'est le gouvernement qui devrait vraiment prendre, qui devrait amener la solution. Ce n'est pas une personne qui est à l'étranger à qui on peut attendre de trouver une solution. C'est le gouvernement eux-mêmes. Et cela devrait être, cette question devrait être adressée au gouverneur, Julien, qui a été formé par Mbusa Nyamwisi, même si aujourd'hui il est le gouverneur de la province du Nord Kivu, mais il a été fondé, et il a été présenté, il a été mis à la province, c'était à l'époque, c'était par Mbusa Nyamwisi. Alors moi de ma part, je sais que ça c'est une question qui devrait être posée à monsieur le gouverneur, qui est proche du président de la République. C'est lui qui devrait nous dire comment est-ce qu'elle peut parvenir à Béni. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'on est en train seulement d'accuser les victimes. Hein? Okay. Les victimes, on les accuse de se tuer eux-mêmes, les choses qui n'ont jamais existé. Ok, je vous remercie, Monsieur Jacques. Votre dernier mot, s'il vous plaît. C'est seulement, je crois que merci tout d'abord de m'avoir donné la parole. Ça c'est quelque chose, mais je voulais seulement demander à tout le monde et tout le monde qui nous suit que cette interview n'est pas le fruit du hasard. Il y a beaucoup à dire et nous savons que on va trouver la solution, c'est quand on arrive à dire la vérité. Okay. C'est quand on arrive à dire la vérité. On connaît beaucoup, mais que personne n'ait pas peur. Si vous connaissez quelque chose, parlez officiellement et ça va aider. Okay. Parce que quand les gens restent sans rien dire, et c'est comme ça que les choses s'aggravent. Mais en réalité, nous connaissons beaucoup, et tout ce qui s'est passé à Béni, on le voit, on comprend, mais on demande seulement et que la population se prenne à charge. Mais se prendre à charge, ce n'est pas de prendre les armes ou faire quoi. Non à ce genre de choses, mais entre directement dans le vif du problème. Allez retrouver là où il y a le problème. Faites les recherches, faites des analyses, donnez ce que vous croyez et ça va nous aider. Faites les rapports, faites tout ce qui est possible, mais n'entrez pas vraiment dans la violence parce que le peuple n'a plus besoin de la guerre. Le peuple congolais est fatigué de cette guerre, donc cherchons à trouver la solution de nos problèmes diplomatiquement. Vivons dans la paix diplomatiquement. Le peuple congolais est fatigué de la guerre, le peuple congolais ne veut plus se battre, le peuple congolais n'a pas besoin de violence. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Mumbere-Viti. Je rappelle que vous êtes analyste politique, chercheur et spécialiste du Nord Kivu. Vous habitez le Canada et nous avons pu vous joindre dans CKS par téléphone. Et je remercie à tous ceux qui nous suivent pendant ce temps. Vous voulez passer dans l'émission, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous au 1-705-822-3355 et nous serons ravis de faire passer votre message. Moi, c'est Coralie Kingé. Au revoir et à la prochaine.